Nous avons la chance aujourd'hui de bénéficier de l'expertise de Pierre-Olivier Langevin, qui est gestionnaire de portefeuille et responsable de la recherche, et de Yannick Clérouin, conseiller chez Gestion de portefeuille stratégique Médici. Pierre-Olivier Langevin est CFA. Son rôle consiste à analyser les entreprises détenues en portefeuille et à identifier de nouvelles occasions de placement pour la firme. Guidé par une rigueur exemplaire, Pierre-Olivier s'applique à parfaire ses connaissances sur les entreprises qu'il suit et à perfectionner son processus. Reconnu pour ses talents de communicateur, il est souvent appelé à commenter l'actualité boursière dans différents médias. Yannick Clérouin s'est joint à Médici en mars 2018 après une carrière de 16 ans comme gestionnaire et chroniqueur au journal Les Affaires. Yannick a pour mission principale d'accompagner la clientèle de Médici dans le suivi de leur portefeuille. Passionné d'investissement, il met à profit les vastes connaissances accumulées au cours de sa carrière pour bonifier l'analyse de titres. Il contribue aussi à faire rayonner Médici dans les médias et à préparer les différentes communications de la firme. Merci bien, Carole. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ici Yannick Clérouin, en compagnie de Pierre-Olivier Langevin. Bonjour, Pierre-Olivier. Bonjour, Yannick. Nous sommes respectivement conseillers et gestionnaires de portefeuille pour Médici, une firme de gestion privée qui gère plus de 400 millions pour plus de 400 familles. Eh bien, comme le disait si bien Carole, le webinaire d'aujourd'hui ne vise pas à vous présenter une formule magique pour faire un coup d'argent rapide en bourse. On vise plutôt à vous exposer 5 des plus importantes règles pour quiconque veut s'enrichir à long terme, c'est bien important de le spécifier, grâce à ces placements. Ce ne sont pas des principes tirés d'un chapeau, c'est le fruit de nos observations après avoir réalisé des centaines d'analyses de portefeuille pour des clients potentiels au cours des 10 dernières années. Et laissez-moi vous dire, contrairement aux élections, vous êtes certain de gagner en suivant ces règles. Nous vous invitons à soumettre vos questions auxquelles nous répondrons tout de suite après cette présentation. Alors, Pierre-Olivier, on brise la glace. Certains qualifient la première règle de 8e merveille du monde. Profitez au plus tôt de la magie des intérêts composés. Ben oui, je crois que c'est d'ailleurs, cette citation-là est attribuée à Einstein. L'histoire ne dit pas si c'est vraiment lui qui l'a dit, là, mais enfin. Yannick, j'ai le goût de commencer aujourd'hui avec un petit test avec nos auditeurs puis avec toi sur les intérêts composés. Alors, je te propose une affaire. Je te propose d'obtenir de moi tout de suite, maintenant, en argent, 1 million de dollars. Ou bien, la deuxième option serait celle de recevoir 1 sou aujourd'hui. Okay? Admettons qu'on est en début de mois. C'est un mois de 31 jours. Je te donne 1 sou aujourd'hui au jour 1. Et je te propose de doubler ce montant-là à chaque jour jusqu'à la fin du mois. Donc, par exemple, demain, je vais te donner 2 sous. Après-demain, je vais te donner 4 sous. Alors, la question qui tue, Yannick, laquelle des deux options tu préfères? Comme je suis un gars pas trop patient, je pense que je prendrais tout de suite le million. Et mauvaise réponse. Mauvaise réponse. Puis là, je sais ce que les gens se disent à la maison. Là. Ils disent, bon, ben c'est évident, on va arriver à une somme de 1,2, 1,3 millions de dollars. Puis, on va se rendre compte que finalement, le sou, c'est plus rentable. Et oui, vous avez partiellement raison, mais la réponse, c'est que le montant est de 21,5 millions de dollars. 21,5 au bout de 31 jours. Oui, exactement. Tu sais, Yannick, les gens n'ont pas conscience à quel point les intérêts composés, c'est un phénomène qui est fort. Parce que notre cerveau, on est habitué de penser en des termes linéaires. C'est vraiment pas intuitif pour quelqu'un qui n'a pas nécessairement d'ailleurs l'esprit mathématique, c'est pas tout le monde qui a ça, de penser à ce qui est exponentiel. Donc, quand une courbe est exponentielle, elle tend à s'accentuer avec le temps. Et donc, vous voyez le tableau à l'écran, lorsqu'on arrive, par exemple, au 25e jour, à chaque fois qu'on double, ça commence à être très payant. Mais on le voit, là, Pierre-Olivier, entre le jour 1 et justement le jour 25, par exemple, bon, l'ascension se fait, mais elle n'est pas si rapide. C'est vraiment plus vers la fin là, que ça s'accentue. C'est là où on parle d'une relation exponentielle.
Et là, tu vas me dire, Yannick, oui, c'est bien beau ça, mais c'est quoi le lien avec l'investissement finalement? Bien, le lien, c'est qu'en fait, 1% de différence dans votre portefeuille peut faire une grosse différence, puis plusieurs années, beaucoup de temps aussi peut faire une différence majeure. Alors, vous voyez, par exemple, à l'écran, on a mis des taux de rendement pour une situation qui est quand même typique là, d'un jeune épargnant qui aurait réussi à accumuler quand même un pécule ayant un assez bon salaire. On se rend compte que, par exemple, avec un taux de rendement de 4% par année pendant 30 ans, son portefeuille va avoir une valeur de 605 000, mais seulement 1% de plus, à 5%, on a 160 000 de plus pour seulement 1% de différence. Et avec un 2%, on approche du million. Là, si on a un rendement de 6%, on est presque à $1 million. Mais oui. Puis l'autre facteur aussi, le temps. Le temps est très important dans les intérêts composés. Il y a probablement certaines personnes aujourd'hui qui se disent, bah, j'ai 30 ans, à quoi ça sert d'épargner pour la retraite? À 65 ans, c'est encore loin, j'ai le temps en masse. Mais pas si vite. Pas si vite. On va prendre le même exemple. Imaginez qu'au lieu de 30 ans, vous accumulez pendant 20 ans à 8%. Mais là, avec 30 ans, vous êtes à presque 1,6 million. Si on baisse ça à 20 ans d'accumulation, on tombe plutôt à 695 000 l'année. Donc, c'est presque le tiers de ce qu'on aurait pu avoir. Oui, ça montre à quel point le temps, le rendement est important. Puis, commencer tout de suite à faire des efforts d'épargne, peu importe l'âge que vous avez, c'est la règle la plus importante en placement. Donc, ne pas remettre à plus tard ce qu'on peut faire aujourd'hui. Puis, si tu me permets, Pierre-Olivier, j'ai un célèbre exemple qui illustre à merveille le pouvoir du temps. C'est l'histoire d'Anne Scheibert. Anne était une employée de l'État américain et après 23 ans de loyaux services à l'Agence du revenu des États-Unis, Madame a démissionné faute d'avoir eu une promotion. Elle était déçue par le manque de reconnaissance. Donc, à 51 ans, Madame investit ses 5 000 $ d'économie en bourse et adopte un mode de vie modeste. En fait, il faut souligner qu'elle recevait une petite pension de l'État, mais vous imaginez qu'à 51 ans, c'était probablement pas la pleine pension auquel elle aurait pu avoir. Eh bien, à son décès en 1995, Mme Scheibert a légué la coquette somme de 22 millions de dollars. 22 millions. Donc, est-ce qu'on peut dire que cette dame-là est chanceuse? Oui, pour une raison. Pas sur le plan financier, parce qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de 100 ans, donc on peut dire qu'elle avait une bonne constitution. Sur ce plan-là, elle est chanceuse. Mais le fait qu'elle ait accumulé ces 22 millions de dollars-là, ça a été une surprise pour tout le monde qui la connaissait dans son quartier. Et vous voyez cette femme-là qui vivait de façon modeste, eh bien, jamais il se serait douté qu'elle aurait pu léguer autant. Eh bien, pourquoi elle a réussi à léguer cette somme? C'est parce qu'elle a réinvesti son épargne de façon méthodique en bourse et le reste a été fait par le temps. Donc, l'effet du temps sur les rendements, ça a amené une jolie somme de 22 millions de dollars. Tu sais, Yannick, j'admire beaucoup cette dame-là parce qu'elle a aussi eu la discipline de demeurer investie en bourse. Ça, c'est un facteur qui est vraiment important parce qu'en 50 ans, on peut vous dire qu'il y a eu quelques corrections, quelques événements majeurs, quelques crises qui auraient pu faire dérailler le plan de bien des gens. Oui, oui. Et ça nous amène, Pierre-Olivier, à notre deuxième point. Ne faites pas la girouette avec les marchés. Il faut donc maîtriser ces démons. Oui, c'est clair. Et il y a un exemple extrêmement intéressant, en fait, qui est une étude, l'étude de Dalbar, qui est faite aux États-Unis depuis une trentaine d'années. Et ce que les gens de l'étude font, en fait, c'est qu'ils regardent les rendements moyens que les investisseurs dans les fonds communs ont obtenus par rapport à des indices. Donc, si quelqu'un avait conservé pendant une période de temps de plusieurs années, quel rendement il aurait eu. Ce qu'on s'est rendu compte en analysant l'étude, c'est que les gens achètent et vendent
presque toujours au pire moment. Donc, en moyenne, lorsqu'il y a une crise, les gens vendent leur fonds commun, puis en moyenne, lorsque ça va bien, ils achètent, alors que finalement, ce serait pratiquement l'inverse qu'ils devraient faire. Et tu vois, Yannick, sur le tableau, sur 30 ans, les investisseurs ont en moyenne obtenu 4% de rendement annualisé, alors que l'indice de la bourse américaine, le Standard & Poor's 500, a fait à peu près 10% en incluant les dividendes. Mais ça, Pierre-Olivier, est-ce que ça s'explique par les frais, le pourcentage de frais qui est prélevé sur les rendements? Oui, c'est sûr, les frais ont une partie de responsabilité, mais on ne peut pas expliquer un écart de 6% annualisé sur 30 ans seulement avec les frais. Donc, la pénalité comportementale, elle est importante. Et pour vous donner une idée, là, quand on fait 4% par année, là, ça ne permet pas d'accumuler une retraite intéressante. Là. Il faut avoir beaucoup, beaucoup d'épargne pour y arriver. Et l'autre chose, c'est qu'il faut demeurer investi dans le marché. Peu importe, au gré des crises ou des marchés haussiers, la moyenne des investisseurs n'arrive pas à synchroniser le marché. Les études le démontrent. Donc, on est mieux de ne pas essayer de prévoir la prochaine crise. Il faut rester investi en tout temps parce que la proposition, finalement, des marchés joue en faveur des investisseurs. Bien, c'est ça. Vous voyez, on a mis un deuxième tableau. Et ça, c'est les rendements obtenus par l'indice de la bourse américaine depuis 1825. Alors, on a beaucoup d'observations. Et on se rend compte là, que, bon an, mal an, là, 70% du temps, la bourse nous procure des rendements positifs. Et 30% du temps, 30% des années, la bourse nous procure des rendements négatifs. Alors, je ne sais pas, Yannick, là, mais si je te proposais à chaque année d'entrer dans un jeu de pile ou face avec moi, et que je te disais que tu avais 7 chances sur 10 de gagner, j'accepterais de participer. Oui, puis même, je suis pas mal convaincu que tu voudrais jouer à chaque année à cette partie de pile ou face-là, parce que les probabilités sont en ta faveur. Sont en ta faveur. Oui, c'est bien, Pierre-Olivier, mais moi, ce que je peux dire, c'est qu'une crise, il va peut-être y en avoir une autre prochainement, puis pourquoi tu me convaincrais d'investir aujourd'hui? Parce que là, ça fait longtemps que la bourse monte. Ça fait presque 10 ans, sans interruption. Est-ce que... Convainc-moi d'investir en ce moment. Bien, écoute, les études le démontrent, vous l'avez vu dans la diapositive précédente, mais aussi, quand on veut synchroniser le marché, là, il y a 2 bonnes décisions à prendre. Non seulement il faut prévoir qu'il va y avoir une crise et donc vendre tous ces titres, et là, on espère que la crise va arriver. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Elle n'arrive pas toujours. Hein. Il n'y a pas si longtemps, tout le monde disait que l'élection de Donald Trump allait faire tout dérailler. Ben oui, puis non, ça n'a pas été le cas. Puis avant, il y avait le Brexit. Voilà. Il y a plein d'événements qui nous poussent à vendre et ce n'est pas nécessairement des corrections ou des crises la résultante de ça. La deuxième chose, c'est quand vous êtes en pleine crise puis que les médias ou les journaux, peu importe, vous disent de vendre et que c'est dangereux, bien là, à ce moment-là, vous devez avoir, disons, les glandes, les nerfs suffisants pour aller acheter. Donc, 2 décisions extrêmement difficiles à prendre. Bien, les études montrent que les gens n'y arrivent pas. Donc, autrement dit, pour maîtriser ces démons, il faut être moins actif sur les marchés. Oui. Et d'ailleurs, je tiens à attirer votre attention sur la dernière ligne du tableau. 5% du temps, donc à peu près une année sur 20, la bourse fait 20% au pire. Donc, quand on investit, il faut accepter que ça va arriver une fois de temps en temps, vous allez avoir une performance inadéquate, ça va être difficile, puis c'est le prix à payer. Il faut l'accepter pour obtenir des bons rendements à long terme. Il faut avoir une perspective à long terme. Je ne sais pas si tu te souviens, Pierre-Olivier, j'avais parlé il y a quelques années d'une rumeur. En fait, c'est une étude qui a été réalisée par Fidelity Investment aux États-Unis. Certains disent que c'était une rumeur, mais toujours est-il que ça a été repris par de grands investisseurs et ça indiquait que les clients de la firme qui étaient morts avaient obtenu de meilleurs rendements que les clients qui étaient vivants.
Oui, puis c'est étonnant, mais en même temps, quand on voit l'étude de Dalbart, si on revient à la diapositive précédente, ben, un mort devait avoir 10% par année. Donc, Parce qu'il a moins négocié, parce qu'il a moins essayé de synchroniser le marché. ben voilà. Troisième règle, Pierre-Olivier, qui est vraiment importante aussi, fuyez à tout prix les produits à frais élevés. Donc, faites la guerre aux frais exagérés. Oui, et on va vous montrer un exemple parce que chez Médici, on analyse beaucoup de portefeuilles de gens qui viennent à notre rencontre justement et qui veulent qu'on leur donne un coup de main. Et là-dedans, on fait toujours une analyse exhaustive des frais dans le portefeuille. Et ça, c'est un exemple récent. Alors, Yannick, la personne avait des honoraires de 2% à payer à son conseiller. Ce qui est correct, raisonnable. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est au-dessus de la moyenne, du moins si on prend la norme en gestion privée. Oui. Donc, 2% sur un portefeuille de 350 000. Et à ça, 60% du portefeuille était investi dans des fonds communs qui, eux, avaient un frais en supplément du 2%, variant entre 1,36 et 2,22%. Donc là, tu es en train de me dire qu'on dépassait les 4% puis qu'on avoisinait les 5% de frais. Oui, et c'est pas tout, Yannick. En plus de ça, il y avait certains fonds qui avaient des frais d'entrée qui pouvaient aller jusqu'à 5% de la valeur des parts, ce qui fait en sorte que la personne, là, elle faisait essentiellement pas de rendement. Et on lui a dit, bien, regardez, c'est pas surprenant que tu ne sois pas satisfait de tes rendements. Tu as presque une garantie de ne pas faire d'argent avec une structure de frais comme celle-là. C'est pas les seules garanties que ça peut ouvrir finalement dans ce qu'on constate, Pierre-Olivier. Il y a des produits qui ont des frais cachés ou souvent, en fait, on ne sait pas finalement qu'est-ce qu'on paye. Oui, c'est un bon point. Il arrive souvent qu'on évalue justement des produits, des investissements que je dirais synthétiques, qui ne sont pas des investissements purs comme des actions ou des obligations. On pense par exemple à des notes structurées, des billets à capital protégé. Et ça, c'est très difficile de savoir les frais. Même nous, quand on lit les prospectus, donc les documents qui expliquent la structure du placement, on n'arrive pas à trouver exactement les frais dans certains cas. Ben, les billets à capital protégé, par exemple, c'est un très bon exemple où le commun des mortels, même si on est dans l'industrie, on a de la difficulté à connaître les tenants et aboutissants de ces produits-là, puis à connaître les frais qui sont parfois prélevés à même le rendement des produits. Il y a une prime d'assurance souvent qui est chargée à même ces produits-là, ce qui ajoute une couche de plus aux frais. Puis on l'a vu tantôt avec les rendements exponentiels, là, 1% peut faire une grosse différence à long terme. Et tu nous as préparé un graphique là pour illustrer, si on veut, qu'est-ce qui peut faire en sorte que vous payez plus cher pour vos placements. Oui, bien ça, ce schéma-là que vous voyez avec le gestionnaire, le conseiller et le client, c'est la structure typique. Alors, le conseiller va acheter des fonds communs pour votre portefeuille et ces fonds communs-là sont gérés par d'autres gestionnaires. Et donc, vous avez deux intermédiaires à rémunérer. Donc, les gestionnaires ne font pas de bénévolat. Et en tant que client, vous n'avez que le contact avec le conseiller. Donc, vous ne parlez pas vraiment au gestionnaire. Alors, nous, on pense qu'il y a une solution à ça, et c'est de supprimer des intermédiaires. La gestion privée, entre autres, permet ça. Donc, au lieu de faire affaire avec un conseiller qui sous-traite la gestion, vous faites affaire à la fois avec un conseiller et un gestionnaire. Donc, Yannick, vraiment les deux clés là, pour minimiser les frais, c'est supprimer les intermédiaires, puis investir dans des titres purs, des actions, des obligations, des produits synthétiques qui sont créés par les banques, qui sont assortis souvent de frais et que c'est difficile à identifier. Yannick, les personnes qui ne savent pas combien de frais ils payent, ou pire, qui pensent que c'est gratuit, c'est souvent les gens qui payent le plus de frais et c'est à eux qu'on doit leur apprendre combien de frais ils paient. Il y a anguille sous roche, donc si vous pensez que c'est gratuit, malheureusement, dans l'industrie financière, il n'y a pas de bénévolat. Non. Et ce qui me permet, Pierre-Olivier, de souligner ce qu'on voit beaucoup aussi dans les portefeuilles qu'on analyse, c'est des fonds de fonds.
Donc, des fonds communs qui investissent dans d'autres fonds communs. Donc, ça ajoute un étage de frais parce que on sous-traite, si on veut, la gestion du portefeuille à d'autres firmes. Et qu'est-ce qui arrive en cette période d'Halloween? On pige dans le sac à bonbons. Voilà, donc tout le monde pige dans le sac et finalement, ben, il en reste moins pour l'investisseur, donc le rendement s'en trouve amputé. Oui, à cause que justement, il y a 3 intermédiaires. Donc, attention aux intermédiaires, le message à retenir. Ça nous fait passer à la 4e règle, un message assez clair. Pierre-Olivier, arrêtez de spéculer, investissez. Oui, parce que chaque année, il y a toujours des modes qui surviennent en investissement. En ce moment, c'est clair, là, s'il y en a qui ne le savent pas, ça nous fait plaisir de vous l'apprendre. Le cannabis est très à la mode. Tous les investisseurs en parlent. Investisseur est peut-être parfois un grand mot, là. Tu sais, quand le beau-frère se vante d'avoir réalisé un gros coup grâce au pote, sûrement qu'il ne connaît pas le nom de l'entreprise, il dit « Oh, j'ai fait bien de l'argent, moi, grâce au pote récemment. » Reprenons la partie de pile ou face dont on parlait tantôt. Si je te proposais, Yannick, une partie de pile ou face où tu as une chance sur 2 de gagner, donc pas 7 chances sur 10, 1 sur 2, je suis pas mal convaincu que tu ne miserais pas tout ton argent là-dessus. Effectivement. Alors, ce qui arrive avec le pot présentement, ces entreprises-là ont une évaluation qui est extrêmement élevée et c'est des entreprises généralement qui sont pas opérantes ou très peu opérantes. Donc, ils font généralement pousser de la marijuana pour la culture médicinale. Mais le volume de production est très limité. Alors, admettons que c'est vraiment une opportunité en or, là. Ces entreprises-là ont déjà une évaluation boursière très généreuse, puis ils doivent très rapidement arriver à produire ce qui finalement sera une commodité agricole. Et si vous regardez le secteur agricole, ben, le rendement sur le capital n'est pas si élevé que ça. C'est pas la meilleure industrie dans laquelle être. Ben justement, puis ce qu'on voit aussi dans ce type de créneau-là, c'est que c'est pas le producteur souvent qui fait l'argent. Oui. Ce sont les distributeurs qui ont un réseau bien établi puis qui vont capitaliser, si on veut, grâce à leur marketing sur le marché potentiel. Quand une industrie est nouvelle, c'est rarement le premier joueur qui va finir par émerger à être le joueur dominant. Il y a souvent beaucoup de joueurs qui en viennent à mourir ou à se restructurer avant que vraiment un joueur dominant émerge. Tu sais, Yannick, il y a eu plusieurs modes. Dans les dernières années. Mais oui, on en a noté quelques-uns. L'art, l'immobilier, lorsque les taux d'intérêt étaient bas, tout le monde voulait investir en immobilier. Il y a eu les fiducies de revenus au Canada. Et puis si on remonte plus loin, l'époque de la bulle techno, où tu faisais ajouter un .com à ton nom, puis les titres montaient jusqu'au jour fatidique où l'inverse s'est produit. Oui. Donc, au final, là, quand on dit de ne pas spéculer, finalement, c'est d'avoir une stratégie d'investissement en bonne et due forme et de s'y tenir. Bon, ben justement, dis-nous, c'est quoi investir intelligemment? C'est quoi la formule? Est-ce que c'est compliqué de justement choisir les meilleures entreprises au monde? C'est pas compliqué, mais c'est pas simple. Et donc, nous, de notre côté, on applique une stratégie d'investissement depuis presque 10 ans qui est semblable à ce que des grands investisseurs comme Buffett mettent en application. Donc, vous le voyez là à l'écran. Le premier critère sur lequel on se concentre, c'est la performance économique supérieure. Est-ce que l'entreprise génère des profits suffisamment élevés pour la quantité de capitaux qui ont été injectés dans l'entreprise? Ça se mesure comment? Ah, ça, il faut regarder les états financiers. Il faut être en mesure de les lire, de les comprendre, de les interpréter. Et on regarde aussi cette rentabilité-là, elle se traduit comment lorsqu'il y a une récession, une crise, par exemple. Un type comme Dollarama, une entreprise comme Dollarama, qui est très connue ici, a tendance à relativement bien performer, bien se tirer d'affaire lorsqu'il y a une récession. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, d'une entreprise minière, pétrolière, qui, elle, doit composer avec les aléas du marché. Oui, ils ne contrôlent pas leur prix de vente,
Si la ressource, le prix de la ressource baisse, alors ça devient très difficile pour ces entreprises-là de faire des profits. Alors ça, c'est la base. La deuxième chose qu'on regarde, c'est est-ce que ces profits-là sont susceptibles de se poursuivre dans le futur? Et donc, pour ça, il faut vraiment bien comprendre l'entreprise, il faut comprendre son modèle d'affaires et il faut identifier qu'est-ce qui va faire justement que les profits vont se poursuivre. Est-ce que c'est un faible coût de production? Est-ce que c'est des barrières à la sortie, donc une clientèle qui est captive? Hein? On le voit beaucoup dans l'industrie du logiciel. On ne peut pas se débarrasser du logiciel du jour au lendemain là, sans créer le chaos dans l'entreprise. Ben oui, il faudrait former tous les employés, ou ça peut être par exemple un effet réseau. Une entreprise comme Visa ou Mastercard, par exemple, ben, les gens achètent avec leur carte parce que la carte est acceptée partout, et la carte est acceptée partout parce que tout le monde sort sa carte lorsque vient le temps d'acheter. Un peu comme la fameuse histoire de la saucisse high grade, donc plus on en mange, plus c'est frais, plus c'est frais, on en mange. Et voilà. Le troisième point qui est important, c'est la gouvernance exemplaire. Et Yannick, lorsque on a des dirigeants à la barre d'une entreprise qui a des profits importants, un bon rendement sur le capital et des avantages concurrentiels durables, les dirigeants vont se retrouver très rapidement avec un problème d'argent. Ils vont avoir beaucoup d'argent et ils doivent le redéployer. C'est quand même un beau problème. C'est un très beau problème et ça, on en veut des problèmes comme ça. Toutes les entreprises qu'on peut connaître qui sont comme ça, on veut les suivre de près. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on s'intéresse à ce qu'ils vont faire, ces dirigeants-là, avec les capitaux accumulés. Nous, on aime quand ils utilisent ces capitaux-là pour réinvestir dans l'entreprise à haut taux. Par exemple, un détaillant qui a du succès et qui va réinvestir à un taux élevé, qui va faire croître les profits de l'entreprise. Donc, il faut être capable de visualiser le potentiel de croissance de ces entreprises-là. Pas juste penser aux dividendes, parce que souvent, les gens, il y a une fixation, il faut dire, à l'égard du dividende. Les gens aiment ça avoir une récompense et voient le dividende souvent de façon, je dirais, très positive. Mais est-ce que tu partages cette opinion-là? Parce que pour bien des gens, puis je pense aussi aux investisseurs qui sont à la retraite, ils le voient comme un revenu régulier. Oui. Est-ce que tu partages cette opinion favorable? Il faut bien faire la différence entre générer le capital par les activités et décider quoi faire avec. Donc, le dividende, c'est une décision de répartition de capital. Maintenant, si vous avez une stratégie comme celle de Médici, où vous cherchez des entreprises qui ont une bonne performance économique, qui ont des avantages concurrentiels et qui ont des opportunités de réinvestir, bien, la dernière chose qu'on veut, Yannick, c'est que ces dirigeants-là nous versent un dividende. Oui, mais moi, là, si je suis à la retraite et je veux un revenu, là, tu ne vois pas ça comme un beau complément à mes autres sources de revenus? Bien, à ce compte-là, je te dirais la même chose que Warren Buffett a dit à ses actionnaires, je crois, il y a 2 ans dans sa lettre annuelle. Il a dit, si vous voulez un dividende, si vous avez besoin d'un dividende, créez-le vous-même et vendez quelques actions. Les comptes de courtage en direct aujourd'hui, les commissions sont très faibles. Alors, il n'y a aucun problème à vendre quelques actions. OK, donc on ne choisit pas son entreprise parce qu'elle offre un dividende généreux. Puis d'ailleurs, si tu me permets une petite parenthèse, on a vu des exemples très frappants dans les dernières années où les investisseurs ont été en quelque sorte aveuglés par la générosité du dividende, mais finalement, ils ont fini par payer un lot. Oui, c'est le cas. Je ne sais pas si tu pensais au même exemple que moi, mais Page Jaune, là, à peu près dans les années 2008 à 2010, ben oui, le dividende avait été augmenté alors que les liquidités auraient dû être conservées pour piloter ce virage-là numérique plus rapidement. Alors, oui, il faut pas se laisser aveugler par le dividende. Il faut regarder quelle est la meilleure utilisation du capital. Et si vous avez des entreprises très performantes, c'est généralement pas le dividende la meilleure utilisation. Très bien, ça nous amène à la 5e règle, mesurer, mesurer, mesurer. Parce qu'aujourd'hui, Pierre-Olivier, nous sommes à l'ère où on mesure tout, on compte le nombre de pas chaque jour et toutes sortes de choses que l'on mesure. Mais il y a encore une chose que les gens ne réussissent pas à
bien mesuré, puis on le constate beaucoup chez Médicis quand on rencontre des clients potentiels. On leur pose la question quel a été votre rendement dans les dernières années? Et la réponse, il y a un silence. Oui, oui, puis c'est sûr, c'est pas plaisant de se faire dire quels sont tes rendements quand tu ne le sais pas. Mais ce qu'on sent, c'est que les gens ne savent pas combien de rendements ils ont obtenu. Et pourtant, c'est vital, là. Je veux dire, c'est comme si vous avez des enfants, là, puis là, vous voulez porter un jugement sur leur performance scolaire, là, puis vous n'avez pas le bulletin. Je pense que c'est quand même un outil de base là, d'avoir des indicateurs précis pour mesurer votre rendement. Et c'est ce que tout le monde, dans toute activité humaine, chercherait à avoir. Puis on mesure la performance comment, Pierre-Olivier? Ça se mesure à l'aide d'indices? Comment tu vois ça? Mais vous voyez, là, on a sur la diapositive deux exemples de tableaux. Et ce qui est intéressant avec ces deux tableaux-là, Yannick, c'est que c'est le même rendement. Ah, mais là, je trouve qu'il porte à confusion. D'un côté, 13,5, en bas, 14,5, et là, tu me dis que c'est le même rendement. Oui, c'est le même rendement, mais il y a un mais. Les conditions dans lesquelles ils sont affichés sont différentes. Alors, dans le tableau du haut, c'est un tableau de rendement où les rendements affichés sont après déduction des frais de gestion de 1% dans ce cas-ci, alors que le tableau du bas est avant déduction des frais. Mais tu sauras, Yannick, que c'est pas toujours indiqué dans les notes en petit en dessous du tableau si ça inclut ou inclut pas les frais. Mais comment on s'y retrouve à ce moment-là? Parce que là, moi, je suis un petit peu mêlé en ce moment-là avec ça. Ah, mais c'est pas fini, hein, Yannick? Regarde, dans le tableau du haut, parce que, évidemment, on veut savoir quel est notre rendement après frais, Oui. mais on veut aussi savoir comment il se compare à la moyenne. Comme on veut savoir pour notre enfant, ben, ça a été quoi la moyenne de l'examen, puis toi, ça a été quoi ton score? Dans ce cas-ci, dans le tableau du haut, on a donné un barème comparable, qui est la moyenne de la bourse américaine et la bourse canadienne, et ce barème comparable-là inclut le dividende qui est versé sur l'indice. Alors que dans le tableau du bas, scénario hypothétique, le conseiller, au lieu de mettre un barème comparable, a mis deux indices. L'indice du TSX, la bourse canadienne, et l'indice du Standard & Poor's 500, la bourse américaine. Mais ces deux indices-là n'incluent pas les dividendes. Donc, la personne qui reçoit son relevé, là, elle reste dans le flou, mais il y a eu un changement de réglementation dans les dernières années, très récemment, et les autorités devaient régler cette faille de présentation, si tu me permets. Oui. Notamment, les nouvelles normes disent que le conseiller doit remettre un rapport de frais qui est payé à son client. Ceci dit, le rapport de frais, là, il faut bien préciser, c'est seulement les frais qui ont été collectés par le conseiller. Alors, Okay. si vous payez, par exemple, des frais de gestion, parce que vous avez des fonds communs, mais ils ne sont pas inclus dans ce rapport-là. Alors, ce qu'on s'est rendu compte depuis la nouvelle réglementation, c'est que les gens ont l'impression de payer moins de frais que ce qu'ils paient réellement. Donc, il faut porter attention vraiment et poser des questions là, à son conseiller ou gestionnaire de portefeuille, savoir qu'est-ce qu'on fait finalement, mais quels sont les éléments à surveiller, Pierre-Olivier, quand on lit notre rapport de rendement? Bien, c'est ça. Premièrement, s'assurer d'avoir un rapport de rendement, Oui. parce que malheureusement, il y en a beaucoup qui ne l'ont pas, et exigez-le si ce n'est pas le cas. Ensuite, ben oui, le dividende est-il inclus dans le barème? Les frais sont-ils, les rendements sont-ils avant frais ou après frais? Il arrive parfois qu'on voit un barème comparable en dollars américains. Donc là, on compare des rendements en dollars canadiens avec des rendements en dollars américains. Ça, on compare un peu des pommes avec des poires. Donc, il ne faut pas hésiter finalement à... C'est le travail de votre conseiller à vous simplifier les choses. Si vous avez à poser plein de questions, c'est pas bon signe. C'est un drapeau rouge. Donc, il ne faut pas être gêné de poser des questions. Là. Ça, c'est vraiment la clé. Si on a une incompréhension ou si on n'est pas sûr de la façon dont c'est mesuré. Voilà. Parfait. Bien, merci beaucoup, Pierre-Olivier. Donc, c'était les 5 règles. Je tiens à préciser qu'il y en a évidemment davantage, mais on a réuni
les règles qu'on jugeait les plus importantes. Comme le temps nous est compté, malheureusement, on ne pouvait pas s'étendre davantage. Ça va être le moment de passer à la période de questions. Merci beaucoup Pierre-Olivier et Yannick pour cette présentation vraiment très très riche en informations. Moi comme investisseur, ça m'a levé plusieurs drapeaux rouges, en tout cas dans mes habitudes face à mes conseillers. Donc j'espère que vous aussi, de l'autre côté de l'écran, vous en avez tiré profit. On va passer à la période de questions. On a reçu plusieurs questions intéressantes sur le fil. Donc, vous dites par exemple de ne pas avoir d'intermédiaire, mais comment est-ce que vous faites pour investir à l'international ou en petite capitalisation sans gestionnaire? C'est une bonne question. Nous, on croit qu'on va chercher une bonne exposition dans le marché international, par exemple, en investissant dans des sociétés américaines. On dit souvent que ce sont des sociétés américaines, mais la réalité, c'est que ce sont des sociétés internationales. Puis on n'a pas, à se casser la tête aussi avec les normes de présentation des états financiers. Parce qu'à l'international, elles peuvent varier beaucoup, ce qui rend le travail d'analyse plus difficile. Pour se donner une idée, là, la bourse nord-américaine aux États-Unis, il y a à peu près 10 000 entreprises cotées en bourse. Au Canada, il y en a probablement quelques milliers. Je n'ai pas le compte devant moi. Alors, c'est un très, très grand univers de sélection. Et là-dedans, il y a beaucoup d'entreprises qu'on peut éliminer là, juste avec quelques critères. Là. Par exemple, exiger une profitabilité courante. Parce qu'on ne l'a pas mentionné tout à l'heure durant la présentation, Pierre-Olivier, mais investir dans la crème de la crème, ça fait en sorte qu'on élimine beaucoup d'entreprises aussi, même s'il y en a une dizaine de milliers. Ah, définitivement. Si vous vous concentrez, par exemple, sur les entreprises nord-américaines qui génèrent un rendement sur le capital de 15-20 %, il n'y en a pas beaucoup qui génèrent ça. Là. La moyenne, c'est peut-être 8-10 %. Puis ça, on exclut les entreprises qui ne font aucun profit. Donc, vous avez un univers de peut-être une centaine, 200 entreprises qui sont intéressantes. Donc, c'est pas si sorcier à évaluer. Maintenant, c'est pas tout le monde qui veut faire ce travail d'évaluation-là. Donc, dans ce cas-là, il faut penser à retenir un conseiller. Parfait. Dans un autre ordre d'idée, on a parlé à plusieurs reprises donc, des fameux indices boursiers. Quelqu'un nous demande, est-ce qu'on peut acheter l'indice Standard & Poor's et où est-ce que les dividendes sont automatiquement réinvestis? Est-ce que vous pouvez un petit peu nous faire la lumière là-dessus? Oui. Oui, c'est possible. Avec votre courtier, si vous achetez un fonds négocié en bourse qui copie l'indice, vous avez la plupart du temps l'option avec votre courtier vous lui donnez l'instruction finalement pour qu'il réinvestisse ces dividendes-là pour vous. Nous, personnellement, on est des gestionnaires de portefeuille. Alors, les dividendes, on aime ça les toucher nous-mêmes s'il y en a et les réinvestir vraiment dans les entreprises qu'on trouve les plus intéressantes. Donc, dans ce cas-là, il peut arriver une entreprise qui va être un peu chère à notre goût. Donc, peut-être qu'on ne réinvestirait pas automatiquement le dividende dans cette entreprise-là. Peut-être qu'on déploierait le capital ailleurs. Donc, cette flexibilité-là, elle est intéressante pour quelqu'un qui fait ça professionnellement. D'accord. Une autre question. On dit dans une situation où les marchés indiquent une possible baisse importante, est-ce que c'est une bonne stratégie de garder un peu de capital pour le réinvestir ou est-ce qu'il vaudrait mieux pas investir quand même, peu importe le marché, qu'il soit baissier ou haussier? Un dilemme. Oui, en fait, on en parlait, Pierre-Olivier, au cours de la présentation. On vous a mentionné de l'importance de rester investi en tout temps parce que malheureusement, on aimerait ça avoir une boule de cristal. J'en connais pas, moi, qui ont cet avantage. Oui, puis aussi, ça fait quand même longtemps qu'on observe les marchés là, à titre de professionnel. Puis on se rend compte que les gens qui font ça, là, ils viennent jamais à investir. Parce qu'il y a toujours une bonne raison pour ne pas investir. On en a nommé quelques-unes dans la présentation. Écoutez, depuis la crise financière, là, il y a eu la crise de la dette en Grèce, il y a eu le Brexit, il y a eu le flash crash, il y a eu une menace de récession en W au début de la crise, le plafond de la dette américaine. Est-ce que tu te souviens, Yannick? Oui, le fameux plafond. Écoutez, ça
ça a ébranlé bien des convictions. Puis vous voyez, peu de temps après, les gens n'en parlaient plus, mais à ce moment-là, là, ça rendait les gens nerveux. Oui, puis la réalité, là, c'est que malgré tous ces événements-là, là, depuis la crise financière, là, les indices ont fait à peu près 12% annualisés, ce qui est légèrement au-dessus de la moyenne à long terme. Donc, à un moment donné, il y a toujours des trucs ou des éléments qui nous mènent à être prudents, puis il faut l'accepter, il faut investir en dépit de ces éléments-là. Mais parlant de ça, justement, plusieurs analystes nous annoncent un ralentissement économique, mettons d'ici 2 ou 3 ans, là, si on se base sur un peu l'historique, puis le fait qu'on n'ait pas connu de crise depuis 10 ans, qu'on est en croissance depuis 10 ans, comme on ne l'a pas été depuis la Seconde Guerre mondiale. Vous, un peu, quels sont les signaux d'alerte que vous guettez? Qu'est-ce qui va vous décider éventuellement à modifier vos stratégies ou va vous mettre la puce à l'oreille pour savoir s'il y a quelque chose qui s'en vient? Mais je dirais là-dessus que si vous avez besoin de changer votre stratégie parce qu'il y a une crise qui pourrait s'en venir, c'est que vous n'avez pas la bonne stratégie. Parce qu'une bonne stratégie d'investissement, c'est une stratégie que lorsqu'il y aura une crise, puis il y en a toujours des crises, là, on l'a dit tantôt, des baisses de plus que 20%, il y en a au moins à peu près une fois à tous les 20 ans. Donc, lorsqu'il y aura cette crise-là, allez-vous être à l'aise avec ce que vous avez dans votre portefeuille? Donc, pensez à vos entreprises. Comment elles se sont comportées lors de la dernière crise financière? Lorsqu'il y a eu une récession, par exemple, avez-vous des titres pétroliers au Canada? Mais quand il y a eu une baisse du prix du pétrole en 2015, bien, c'est évident que ça a dû être difficile. Donc, nous, on ne passe pas beaucoup de temps à se demander quand la crise va arriver. On se demande plutôt dans quelle entreprise on doit investir, puis est-ce que ces entreprises-là sont bien équipées pour perdurer malgré les crises et même prendre avantage de ça. Donc, gagner des parts de marché, faire des acquisitions à des faibles prix. Est-ce que les dirigeants gardent de l'encaisse dans les coffres? Est-ce que le bilan a peu de dette? C'est tous des éléments qu'on va regarder. Justement, Pierre-Olivier, dans les entreprises qu'on suit, qu'on a en portefeuille, on a des entreprises qui sont prêtes à passer à l'attaque. Si ce n'est que donner un exemple, Berkshire Hathaway qui a plus de 120 milliards de liquidités. Ce sont des entreprises qui vont profiter des moments défavorables pour les autres entreprises, pour les entreprises qui sont plus faibles, pour réaliser des acquisitions qui accroissent leur avantage concurrentiel. Tu l'as très bien dit. Parlons maintenant des fameux REER. Qui n'a pas des REER quelque part placés à la banque ou ailleurs? On nous demande pour bâtir un REER, est-ce qu'il est préférable de privilégier des fonds communs de sa banque ou bien un fonds indiciel? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un peu une question finalement sur la gestion passive ou la gestion active. Donc, est-ce qu'on devrait copier le marché ou aller en gestion active? Mais je dirais qu'il y a deux possibilités. La réalité, ce que les études disent, c'est que les gestionnaires actifs ne battent pas le marché. À peu près 6 ou 7 gestionnaires sur 10 sous-performent le marché après les frais. Mais la réalité derrière ça, c'est qu'il y a beaucoup de gestionnaires, et notamment dans l'industrie des fonds communs, qui disent faire de la gestion active, mais qui, au final, n'en font pas vraiment. Ils sont ce qu'on appelle des closet indexers. Donc, ils se collent à l'indice le plus possible, mais ils prélèvent des frais de gestion qui sont de l'ordre de la gestion active et non de la gestion passive. Alors, pour nous, c'est un peu de la fausse représentation. Alors, pour revenir à la question de monsieur, je dirais qu'il faut ou bien prendre le temps d'évaluer l'équipe de gestion en place, voir quels titres ils détiennent. Est-ce qu'ils sont de réels gestionnaires actifs ou ils copient les indices en cachette? Si votre réponse, c'est que vraiment c'est des bons gestionnaires actifs, ben, allez-y en gestion active. Et si vous avez l'impression que ce qu'on vous propose, c'est de la gestion passive à vos frais, ben, la gestion passive va être intéressante. Les fonds négociés en bourse. Cependant, que vous ayez un ou l'autre, c'est important d'avoir le bon comportement. De ne pas paniquer quand il y a une crise, puis de ne pas se mettre à tout acheter quand il y a des modes, comme on l'a mentionné, là, avec par exemple le pot ou les crypto-monnaies. Parfait.
Une petite question qui va poser plus sur votre, votre modus operandi de votre compagnie à vous. Comment est-ce que vous faites compte tenu de votre petite taille pour obtenir de bons rendements? Oui. En fait, on l'a dit un peu pendant la présentation, on pense pas, on n'a pas besoin de suivre 15 000 entreprises pour avoir des bons rendements. Ce qui est important, c'est de suivre les bonnes entreprises. Il n'y en a pas une tonne. Et donc, chez Médici, on ne fonctionne pas en silo. Donc, il n'y a pas une équipe d'analyse qui est attribuée à chaque secteur de l'économie. Et donc, ça, c'est une vérité en investissement, là, tous les secteurs ne sont pas égaux. On dit souvent que tous les secteurs sont égaux. Non, ce n'est pas vrai. Il y a des entreprises, par exemple, les sociétés de logiciels, qui ont un bien meilleur rendement sur le capital que, par exemple, les sociétés minières ou de biotechnologie, si je peux le dire comme ça. Il y a un autre élément, Pierre-Olivier, si tu me permets, c'est de générer du rendement sans prendre de risques exagérés ou trop élevés. Est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu comment on se traite? Oui, bien, on regarde beaucoup les bilans des entreprises. Donc, est-ce que les entreprises ont une dette importante? Si elles ont une dette importante, justement, quand il y a une crise ou une récession, ça pourrait être plus difficile. On regarde beaucoup comment l'entreprise réagit quand il y a une correction, un resserrement. On a des entreprises dans le portefeuille où, finalement, s'il y a une récession, les ventes vont augmenter. Donc, les entreprises anticycliques. Alors ça, c'est le genre de choses qu'on aime beaucoup. Vous pensez aux détails à rabais, par exemple. Ça, c'est des entreprises qui performent bien. Donc, qui vendent des biens, des services à petit prix. Donc, ça, c'est des éléments qu'on regarde beaucoup, je dirais. Et, on aime beaucoup les dirigeants actionnaires, hein, des dirigeants qui sont dans le même bateau que les actionnaires. Donc, si ça va mal pour les actionnaires, ça va aller mal pour ces dirigeants-là. Malheureusement, il y a beaucoup d'entreprises dont les dirigeants ne sont pas actionnaires et c'est peut-être indicateur de quelque chose. Mais oui, quand il y a un changement important à piloter dans l'entreprise, nous, on pense que quand les dirigeants ont beaucoup d'actions, là, ils vont prendre le taureau par les cornes, ils vont faire les changements qui sont nécessaires. Tandis que si le dirigeant a plus une tendance, puis là, vous m'excuserez le terme, là, mais si c'est plus un fonctionnaire qui a beaucoup de salaire et qui a très peu, il pense de cette manière-là, il pense comme un employé et non comme un propriétaire, ça, on aime moins ça, parce que justement, s'il y a ce changement de paradigme-là, ça peut être très difficile pour l'entreprise. Parfait. Au niveau des frais, je pense que c'est quelque chose qui intéresse beaucoup. On se pose beaucoup de questions là-dessus. Quelqu'un demande, son conseiller lui a dit que ses commissions sont prises à partir des frais du gestionnaire. Est-ce possible? Tout à fait. C'est ce qu'on appelle des commissions de suivi. Moi, la seule chose que j'aurais à mentionner par rapport à ça, c'est lorsque vous recevez votre rapport de frais annuel, est-ce que c'est seulement la commission reçue par le conseiller que vous voyez dans le rapport ou ça inclut aussi les frais de gestion des gestionnaires? Donc, les deux éléments sont à considérer et les normes en vigueur disent que c'est seulement un des deux qui doit être dévoilé, du moins selon la réglementation. Les frais des fonds communs, effectivement, sont prévus à même le rendement. Donc, les investisseurs doivent être conscients de ça. Je pense que la question portait là-dessus. Mais en somme, il faut vraiment poser la question à votre conseiller. C'est quoi mes frais totaux? Les frais des fonds communs. Est-ce qu'il y a des fonds de fonds, comme on mentionnait tout à l'heure? Il y a 3 paliers de personnes à qui on fait des frais. Donc, poser des questions, c'est pas assez clair. Hein? Le conseiller est payé pour ça. Les gens sont souvent gênés de le faire, mais c'est votre argent, c'est votre portefeuille. Donc, vous n'avez pas à être gêné de faire ça. Parfait. Donc, vous avez parlé beaucoup de placer en bourse les actions, mais on se demande, est-ce qu'on devrait aussi garder des obligations dans son portefeuille? Oui, bien, évidemment, il faut faire une évaluation de chaque client. Donc, il y a certaines personnes qui, comme on l'a mentionné dans la présentation, sont en mesure de tolérer la volatilité et donc peuvent être investies à un nombre d'actions très élevé, une proportion d'actions très élevée. D'autres, pour qui c'est plus difficile. Et il y a d'autres personnes aussi, même
même s'ils sont en mesure de tolérer la volatilité, ont besoin d'argent à court terme. Et nous, chez Medici, on se dit que si la personne a besoin de son argent sur un horizon de moins de 5 ans, mettre cet argent-là en bourse, à notre avis, c'est risqué. À long terme, la bourse tend à bien faire, mais à court terme, c'est une autre histoire, c'est très volatile et c'est imprévisible. Donc, la personne qui vous dit qu'elle peut prévoir là, coup sur coup les récessions et les marchés haussiers, là, j'en connais pas beaucoup personnellement. Je ne sais pas, Yannick, en connais-tu? Non. Alors, c'est les deux raisons finalement qui font qu'on aura des titres à revenus fixes, besoin en liquidité à plus court terme qu'au moyen terme et intolérance ou tolérance moindre à la volatilité. D'accord. Parlant justement de liquidité, quelle est la stratégie pour réintégrer le marché après en être sorti pour demeurer liquide, par exemple comme au moment de l'élection de Donald Trump? Juste pour faire la parenthèse avec ce que tu mentionnais tout à l'heure, Pierre-Olivier, il n'y a pas de moment, si on se force, on va toujours trouver une raison pour investir ou pour se retirer du marché. Quand ça monte, on va dire, ah ben non, je vais payer trop cher pour les titres. Et quand ça baisse, oh non, ça pourrait baisser encore davantage. Donc, à la question, Pierre, j'ajouterais à cette personne qui a craint M. Trump, ou du moins les conséquences associées à sa présidence, et qui a retiré ses billes juste au moment de son élection en novembre. Ben moi, je questionnerais, si j'avais la personne devant moi, je la questionnerais sur son horizon d'investissement. Si la personne a, tu sais, même un retraité, là, un nouveau retraité qui va avoir besoin de liquidité, qui va commencer à décaisser de son portefeuille, ben, si vous avez 65 ans, là, vous avez une chance sur deux de vivre plus que 90 ans. Donc, votre horizon d'investissement, là, il est très lointain. Alors, à la base, pourquoi avoir vendu pour le prétexte de Trump? Si votre horizon d'investissement est à long terme, la bourse, elle va faire 8, 9, 10% par année à long terme. Privez-vous pas de ces rendements-là. Restez investi. On ramène à notre règle dont on a abondamment parlé tout à l'heure. Ne pas faire la girouette. Une question fort intéressante sur la question des rendements à long terme. Avec l'impact des changements climatiques et le très haut niveau d'endettement des gouvernements, l'espérance de rendement à long terme devrait être bien inférieure au rendement observé depuis les 30 dernières années, selon vous? Oui, question intéressante. Je dirais, bon, pas nécessairement. L'impact des changements climatiques, oui, c'est un impact à très long terme. Mais ça me fait penser à, par exemple, Warren Buffett, ce qu'il a dit, je crois, il y a 2 ou 3 ans dans une lettre annuelle. Warren Buffett, qui est à la barre d'un conglomérat d'assurance, et il se faisait questionner là-dessus. On lui disait, ouais, mais que vas-tu faire? Tu as pris des primes d'assurance, tu as souscrit à des primes d'assurance. S'il y a des catastrophes écologiques de plus en plus importantes, ça va coûter cher à Berkshire Hathaway d'indemniser toutes ces personnes-là. Puis Buffett a dit, mais regardez, on gère le risque en conséquence. Les primes d'assurance, elles ont un repricing, elles sont réinitialisées à chaque année. Puis eux, ben, ils voient les phénomènes. S'il y a effectivement plus de catastrophes, ben, ils vont s'adapter. Alors, vous savez, l'être humain, là, il s'adapte dans la vie. Puis les investisseurs, les gestionnaires des entreprises vont faire la même chose. Donc, s'il y a effectivement un réchauffement climatique très important, puis ça amène des catastrophes, il y a des besoins qui vont se créer autour de ça. Il y a des produits, il y a des services qui vont être requis, puis il va y avoir des gens, des entrepreneurs qui vont être là pour répondre à ces besoins-là. Si tu me permets, Pierre-Olivier, pour faire du chemin sur cette question-là, est-ce qu'on investit dans des entreprises en ayant en tête justement les changements climatiques, l'impact de l'environnement? Est-ce que c'est un critère de sélection? Bien, pour nous, non. Le premier critère, puis on l'a mentionné, c'est d'investir dans des entreprises qui sont très rentables, qui ont des avantages concurrentiels. Ça ne veut pas dire qu'on ne se prive pas d'investir. S'il y a une entreprise qui fait quelque chose de très bien pour l'environnement et qui répond à ces critères-là, on va être bien heureux d'y investir, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Donc, les premiers critères sont ceux-là qu'on a mentionnés. Rendement sur le capital, avantages concurrentiels, gouvernance exemplaire, c'est ce qui est le plus important, puis payer un prix raisonnable.
Ensuite de ça, si quelqu'un veut participer à la cause environnementale, ben, grand bien lui fasse avec ses bons rendements, prenne son argent et qu'il l'investisse, qu'il fasse des dons, par exemple, à des organismes qui vont promouvoir ça. Nous, on pense que c'est la bonne manière de fonctionner. Parfait, écoutez, c'est déjà tout le temps qu'on a pour les questions. On aurait pu encore faire 1 heure, je pense, avec toutes les questions qu'on a reçues. Écoutez, pour les gens à qui on n'a pas répondu, peut-être vous pourrez contacter Pierre-Olivier et Yannick par la suite pour poursuivre la discussion. Ah, tout à fait. En fait, on garantit aux gens là, qui le veulent, qui veulent qu'on soit en contact. On va répondre à toutes les questions qui nous ont été posées au cours du webinaire, Carole. Donc, écoutez, merci beaucoup. Je pense aussi, Pierre-Olivier et Yannick, vous avez été très contents de cette participation. Oui, un grand merci. On est prêt à le refaire si, à la demande générale, on serait prêt à reparticiper, Carole. Si tu me permets, j'irai avec un mot de la fin, justement. Comme je le disais, les gens qui n'ont pas eu réponse à leurs questions, ça nous fera plaisir de vous aider. Il y a plusieurs façons de rester en contact avec Médici, donc sur notre page Facebook, par l'entremise de notre site gpsmedici.ca et en vous abonnant à notre infolettre. Et pour terminer, je vous invite à faire le test de notre boussole boursière. C'est un outil qui est assez unique au Québec et qui vous permettra de savoir en quelques questions si votre portefeuille est bien géré. Puis se poser des questions de temps en temps, je crois que c'est pas mauvais. Donc, salutations à tous. Merci pour votre attention et votre intérêt.